maintenant de donner la parole au rapport de l'IGA-ENR sur les défis numériques pédagogiques, du numérique pédagogique à travers le prisme des universités numériques. Jean de Saint-Guilhem et son équipe, Sonia Dubourg-Lavroff et Jean-Yves Delongo, prendront la parole successivement. Ça marche ? Bon, une petite une précaution méthodologique. Donc je disais que simplement, toujours un peu difficile de calibrer le discours devant une assemblée qu'on ne connaît pas a priori et qui est plutôt interculturelle devant l'UNESCO. Donc veuillez m'excuser si je dis des choses que vous connaissez déjà. Peut-être qu'il y en a d'autres que vous connaîtrez un peu moins. Deuxième précaution, évidemment, je suis un peu coincé entre l'expérience de mon chef de service et la prospective qui vient de lancer. Donc, on va essayer d'être un peu plus concret, peut-être, dans le présent. D'ailleurs, pour rebondir jusqu'à une chose qu'il disait sur le caractère très multiple, finalement, du numérique, j'avais trouvé une phrase dans une revue qui s'appelle Sciences du Design. Le design est très lié au numérique en ce moment, vous le savez. Et dans son dernier numéro, qui nous disait « Par le réseau, le numérique irrigue et fédère des territoires a priori distants, à l'instar des fleuves qui ont jadis favorisé l'implantation et l'essor des villes. Polymorphes, simultanément outils de captation, de communication, d'enseignement, de médiation, de participation, de régulation, d'aide à la décision, le numérique permet l'optimisation des flux et des ressources. » Donc la comparaison avec le fleuve qui irrigue, l'eau qui va directement à l'endroit qui est le plus accessible, me semble assez éclairante sur un des premiers constats, c'est qu'on parle de numérique, au moins pour le grand public et un petit peu moins un grand public quand même un public relativement spécialisé, et puis on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Donc je vais commencer d'abord, je m'excuse pour ce rappel que j'ai emprunté à Open Up University sur un peu ce que recouvrait le type d'innovation numérique pour être sûr qu'on parle à peu près de la même chose. Donc les différents types de nouveaux apprentissages, l'apprentissage blended learning, donc avec d'autres éléments, d'autres matériaux que ceux d'enseignement magistraux, les blogs, les forums, tout ce qu'on peut trouver sur le net. L'enseignement adapté, donc ça, l'enseignement adapté au profil de l'étudiant pour des parcours individualisés. L'apprentissage accidentel, tout ce qui est vu quotidiennement sur les terminaux mobiles et qui doit être remis en perspective par l'enseignant dans des lieux adaptés. La contextualisation, c'est-à-dire la mise en situation qui va de pair d'ailleurs avec la formation incarnée, l'embodied learning, où le corps apprend à l'intellect. Ça aussi, c'est quand même une des formes d'apprentissage que nous apprend le design et aussi les arts, que la connaissance n'est pas qu'intellectuelle, le corps interagit énormément. Et justement, avec les nouveaux outils technologiques, c'est relativement facile d'analyser et de réagir. L'analyse des émotions qui va un petit peu avec, effectivement, dans quel contexte l'émotion joue un rôle, l'affectif joue un rôle. On le sait bien qu'on apprend mieux les tables de multiplication à l'époque quand on les chantait en comptine que quand on les apprend sur un bout de papier. Donc ça, des pays où ce type d'apprentissage revient. L'évaluation furtive, c'est une évaluation que j'aime bien. Comment un étudiant organise son travail dans des environnements numériques où on imagine très bien l'étudiant ou vos enfants qui ont un casque sur la tête, qui sont à la fois sur LinkedIn, sur Facebook, sur une partie de cours, sur un jeu numérique. Et finalement, on s'aperçoit, au grand désespoir des parents, qu'ils apprennent quand même. Ils apprennent plus... Peut-être justement en développant des tas de parties de leur cerveau qu'on n'avait pas reliées ensemble ou pas étudiées jusqu'à présent. Apprendre par l'argumentation, donc ça c'est la rhétorique pas moyenâgeuse justement, du Moyen-Âge, des universités d'arts libéraux, confronter les idées, les faits scientifiques. C'est possible aujourd'hui, quand on est en classe inversée, que l'enseignant organise un débat entre une ou deux parties d'un amphithéâtre. Évidemment, dès qu'on argumente, on apprend beaucoup plus vite. Ça me rappelle aussi un autre type d'argumentation où dans certaines universités américaines, pour mieux comprendre le phénomène de ségrégation raciale et les émeutes des Noirs dans les années 50, on prenait une pièce de Tennessee Williams et on faisait jouer les Blancs par des Noirs et les Noirs par des Blancs. Et l'étudiant, je pense, en apprenait beaucoup plus en jouant cette pièce de théâtre qu'en lisant des argumentaires trop académiques. Apprendre en faisant, ça je ne vous apprends rien, c'est le learning by doing,
les Fab Labs d'aujourd'hui. Donc ce qu'on voit un petit peu dans cette première constatation de notre équipe, c'est que pédagogie et technologie ne s'opposent plus aujourd'hui. On ne peut pas traiter, c'est vraiment une conviction qu'on a acquise, la pédagogie d'un côté et le numérique de l'autre. Il faut absolument joindre les deux, aussi bien dans les stratégies nationales que dans les stratégies d'établissement. Alors aussi une grande variété de technologies. On assimile aussi aujourd'hui souvent des technologies à de l'innovation numérique, voire pédagogique. Donc là encore, même panorama, tout peut être utilisé, détourné, subverti, mais à des fins pédagogiques. Les learning analytics, ça c'est clairement du pédagogique numérique. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous apprendre ce que c'est. Les analytiques, les MOOC et les SPOC, les contenus libres, l'enseignement en ligne, laboratoire virtuel, classe inversée, c'est ce qu'on connaît bien parce que dès qu'on est un tout petit peu informé de l'environnement nouvellement pédagogique, c'est les notions sur lesquelles on tombe. Les stratégies digitales, classe inversée, Fab Lab, Serious Game, déjà un petit peu moins. Les technologies pour les consommateurs qui sont adaptables au monde de l'enseignement, la 3D, évidemment, avec l'infographie en 3D, on peut, notamment dans le domaine de la médecine, évidemment, professeur, je ne vous apprends rien, l'édition électronique, les tablettes, voilà, tout ça peut concourir à de nouvelles formes de pédagogie. Le crowdfunding, crowdsourcing, donc c'est toutes les recherches documentaires dans des environnements collaboratifs, avec évidemment le regard critique, distancié que peut apporter un enseignant sur le type d'informations qu'on peut trouver sur le net ou par soi-même. Le cloud computing et les techniques de visualisation, donc ça qui se rapporte aussi un peu à la 3D, infographie, prototypage, réalité augmentée, présentation volumétrique, autant de disciplines qui sont utilisées alors plutôt effectivement à un niveau master ou dans des laboratoires, mais qui, les sciences cognitives nous l'apprennent, permettent des apprentissages beaucoup plus rapides. Alors tout ça est un peu compliqué, je suis d'accord. Nous, voilà, je ne suis pas un spécialiste du numérique ni du pédagogique, malheureusement. Donc on a essayé de simplifier un petit peu dans notre rapport. Et je crois que ce qui est apparu en fait comme fil un peu directeur, et sans doute comme tendance qui allait le plus rapidement être mise en œuvre, c'est la question de la relation personnelle entre l'enseignant et l'étudiant. Comment développer des parcours flexibles dans le temps, adaptables au profil de l'apprenant, dans une logique d'apprentissage de compétences, plutôt que d'accumulation de connaissances. Mais évidemment, rien que cette phrase pose tout de suite d'énormes difficultés. Quand vous avez à refaire la maquette d'une licence, passer d'une logique de connaissance à une logique de compétence, eh bien, je vous souhaite bien des nuits à réfléchir dessus. Alors, qu'est-ce qui peut aider ? Et ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu au travers de l'enquête qu'on a lancée. Il y a à peu près une petite centaine de réponses qu'on a eues avec une cinquantaine d'établissements différents. Si on avait eu un peu plus de temps, on aurait évidemment poursuivi parce que c'était vraiment tout à fait passionnant. Donc quelques enseignements. Les tests de positionnement, qui sont vraiment une des marques de fabrique des UNT, sont de plus en plus utilisés, évidemment dans certaines disciplines, les UT bien sûr pour commencer. La pédagogie inversée, là on a vraiment été étonnés, les 3/4 des répondants indiquent pratiquer la classe inversée dans leur établissement ou dans leurs composantes. La classe inversée, pour la mettre en œuvre, c'est quelque chose de très chronophage, évidemment. Et bien souvent, la classe inversée se poursuit par des discussions en ligne, par des forums dans lesquels on attend que l'enseignant soit disponible comme le collègue ou le camarade est disponible à 1h du matin en rentrant d'une sortie. L'utilisation de courtes séquences vidéo, là aussi, ça a été un des raisonnements de cette enquête. Très peu de MOOC utilisés entièrement. Alors ça, on le savait déjà. Bon, mais là, ça a vraiment été un des raisonnements. Des MOOC qui sont découpés avec des ciseaux pour essayer de coller le plus possible à la pédagogie propre de l'enseignant et à sa maquette. Le tutorat qui se développe quand même, le tutorat en ligne. Je trouve que les jeunes maîtres de conférences sont beaucoup plus, évidemment, ils ont été, c'est des générations Y, donc ils sont nés et ils sont beaucoup plus enclins à discuter et à fabriquer une sorte de tutorat adapté. L'enseignement collaboratif et les forums, bon, ça c'est les échanges entre étudiants. L'auto-évaluation, les quiz, serious games, les variations par les pairs, ça c'est effectivement quelque chose qui ressortait beaucoup moins des questionnaires que nous avons eus.
en particulier évidemment l'évaluation par les étudiants d'un même cursus. Une utilisation raisonnée des Learning Analytics, donc là plusieurs établissements ou laboratoires de recherche, vous le savez sans doute, essayent d'introduire des analytiques à la française, c'est-à-dire respectueux de la vie privée de l'étudiant, respectueux aussi de ses origines, mais qui tout de même peuvent établir statistiquement certains profils pour adapter le type d'accompagnement. Alors Jean-Richard Sitterman parlait de prospective, regrettait qu'il n'y en ait pas. C'est vrai, heureusement, l'international s'en charge. Donc le petit tableau que vous avez sous les yeux, lui, vient d'une étude Educause NMC, qui est un groupe, alors effectivement plutôt d'origine privée, mais d'établissements d'enseignement supérieur anglo-saxons, avec quelques représentants tout de même d'un établissement majeur européen, et qui ont l'année dernière identifié les 6 tendances clés et les 6 développements majeurs à propos du numérique pédagogique. Donc ce qu'on voit évidemment à court terme, la création de nouveaux espaces d'apprentissage et de formation, ben oui, c'est déjà le cas, des Fab Labs qui se créent, des espaces de coworking dans des universités, pas partout bien sûr, mais on a des exemples, il y a à Lille, bien d'autres. Et dans les développements majeurs, alors les classes inversées, je le disais, 3/4 des étudiants, les espaces de cofabrication même à 2-3 ans, ça évidemment ça concerne plutôt les disciplines justement du design, disciplines plus des sciences de l'ingénieur. On voit qu'après, ce qui est à moyen terme, alors curieusement chez nous en France, la multiplication des ressources en open source, je pense que c'est un sujet évidemment extrêmement important. C'est aussi revenu pas mal dans notre enquête auprès des établissements. Open source ne veut pas dire libre. Voilà, il y a une confusion souvent entre accès libre et accès en open source. L'open source doit absolument signifier, et c'est vrai aussi pour les ressources subnumériques et les ressources qui sont sur Funmock, que les enseignants puissent avoir accès au code et puissent adapter la ressource à leur propre enseignement. Ça, je crois que c'est vraiment un thème extrêmement important. On a eu beaucoup de remarques sur les technologies fermées encore, malgré tout ce qui a été fait déjà par les UNT. Et effectivement, la plupart beaucoup de ressources sont open source aujourd'hui sur subnumérique, mais on a certainement beaucoup de progrès encore à faire, et en tout cas dans l'explication de ce que c'est réellement. Un accent sur la mesure de la formation, ça on y reviendra peut-être un peu plus tard. Et alors après ça, à long terme, évidemment, on peut rêver, les objets connectés, les technologies embarquées sur ces vêtements. Bon, voilà. Peut-être, ça peut sûrement apporter des choses, mais pour l'instant, on a du mal un peu à voir concrètement. En médecine, oui, en médecine. Alors, revenons à notre rapport, puisque notre rapport était censé prendre un peu de hauteur de vue. Et puis regarder quel était le modèle le plus pertinent pour l'enseignement supérieur français de développement des stratégies numériques. Alors ce qui ressort des études internationales européennes, notamment le rapport du groupe de haut niveau européen en 2014, donc qui est constitué d'universités, d'universitaires de haut niveau, de grandes universités, et puis la même étude internationale NMC insiste beaucoup sur le fait que les stratégies isolées menées par des acteurs institutionnels sans grande liberté de manœuvre, sont insuffisantes, risquées et coûteuses. Insuffisantes parce que la mutualisation est absolument nécessaire. Les ressources numériques coûtent de l'argent, un MOOC entre 20 et 70 000 euros, mais une classe inversée, certaines études montrent qu'une classe inversée, c'est 4 années de cours, enfin l'équivalent d'un travail de 4 années de cours pour un enseignant. Donc extrêmement chronophage. Et quand Jean-Richard Sitterman répondait à la question, le triptyque, en disant que l'inspection avait proposé que l'enseignant soit finalement libre d'utilisation de son temps, comme en médecine, je dirais oui, comme en médecine, c'est-à-dire qu'on peut accepter des dépassements de 200% de son temps de travail. Donc insuffisante, risquée et coûteuse, il faut une stratégie nationale. Alors bon, nous ne sommes pas jacobins, je le dis tout de suite, mais ça nous a étonnés, mais même pour les Américains. Et je crois que c'est Anne Boyer qui nous avait cité l'exemple d'un colloque qui avait été organisé où il y avait un représentant américain de l'équipe d'Obama qui était assez admiratif de la stratégie des UNT, précisément parce que c'était des établissements qui arrivaient à mettre en réseau, développer des projets collaboratifs au-delà des stratégies propres de chaque établissement.
et des opérateurs de mutualisation, c'est-à-dire il faut ce qu'appelait Pierre Meuglin des courtiers, des intermédiaires entre ceux qui font, c'est-à-dire évidemment les enseignants et donc les UFR et les établissements, et puis ceux qui commandent et qui utilisent, donc les utilisateurs finaux. Agir progressivement, là encore, on l'a remarqué, c'est un peu lié à ce que je disais en introduction, le numérique est à toutes les sauces, on ne sait pas très bien de quoi on parle, certains domaines, on le cite à tout bout de champ, et on croit qu'il y a des recettes miracles pour le numérique. Il n'y a pas de recette miracle, c'est comme l'introduction de toute nouvelle technologie, ça prend du temps et ça ne fait pas d'économie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc agir progressivement, c'est évidemment un domaine dans lequel on ne doit pas avoir d'à-coups. On devrait éviter, du moins ça c'est l'opinion personnelle de la mission, on devrait éviter les coûts de publicité et laisser travailler des acteurs tranquillement. C'est donc l'inspiration, ces trois points. On a vraiment repris le travail à zéro, c'est-à-dire qu'on s'est dit les UNT sont contestés, comme vous le savez à peu près tous. Il y a eu d'autres stratégies, des acteurs nationaux, internationaux, les établissements montent en gamme. Est-ce qu'on a encore besoin? Est-ce que les UNT gardent leur légitimité? Et en fait, on s'est aperçu qu'elles correspondaient exactement aux 4 items qui sont dans cette diapositive. Donc a été effectivement l'inspiration des UNT, une stratégie nationale qui s'est développée depuis les années 90. Je pense que la table ronde y reviendra, les campus numériques, les universités numériques régionales. Les UNT apparaissent en 2005. Ce sont des producteurs assembleurs de ressources libres, les ressources de nature très diverses, et couvrant à des degrés divers l'ensemble des champs disciplinaires. J'ai essayé de rassembler un peu dans cette définition ce que font et ce que faisaient les UNT. Et puis après sont apparus, ou concomitamment pour Canal U, Fun dans sa première version, Sup Numérique en 2015, FunMoc en 2015. Voilà un peu l'historique. Donc on voit bien que c'est quand même des initiatives extrêmement nationales, donc dirigées par le centre. Quelques données sur les UNT. Je m'excuse, je n'ai pas pu être là ce matin parce que précisément je devais intervenir dans un colloque sur le design. Je ne sais pas si ça a été évoqué. Voilà, 34 000 ressources. Voilà, les 34 000 ressources sont d'origine majoritairement produites par les UNT. Donc ce sont des ressources, comme on l'a dit, avec des grains extrêmement divers, depuis le plus petit grain jusqu'au cours complet mis en séquence. 17 000 pour la médecine. Des ressources de base... Fin 2016, la totalité de cours de licence, de Master 1, quelques spécialités pour le droit. Je ne prends que quelques exemples. J'espère que les représentants des UNT ne se vexeront pas. Une part importante des programmes des 24 spécialités des UIT et 4000 ressources en ligne pour les licences de base chez le projet socle dans les sciences dures, les sciences fondamentales. Quelques MOOC aussi, pas énormément, une douzaine pour UNIT, 5 pour l'UVED, mais 40 000 inscrits au MOOC pour UVED qui est l'environnement durable, avec une très grande réussite. Donc les UNT font aussi des MOOC, mais c'est loin d'être effectivement l'aspect essentiel de leur activité. La conception de tests, leurs tests de positionnement, je les ai évoqués, avec une initiale UT en ligne, mais aussi dans les humanités numériques, enfin les humanités, pardon, pas numériques justement, UOH qui s'y intéresse, les tests autocorrectifs. Tests autocorrectifs qui s'adaptent, le représentant de l'IRT le diront mieux que moi, mais qui s'adaptent au fur et à mesure des réponses des étudiants. Donc là aussi, derrière, on a des tests avec une grande technologie qui, en fonction des réponses, pose d'autres questions ou adapte ces questions. La capacité, alors une donnée très importante sur les UNT qui nous a frappé quand même, c'est la capacité à monter des projets collaboratifs globaux en s'appuyant sur les communautés disciplinaires, notamment dans le cadre des IDEFI, avec un financement très, très important pour ces UNT. Donc TIL Transinnov Longévité, dans le domaine de la médecine, tout ce qui concerne la gériatrie, l'accompagnement des personnes âgées. UTOP, qui est un démonstrateur. Périclès, qui, j'en parlerai, qui évalue les usages, qui est un outil d'évaluation, d'usage plus précis de l'utilisation des ressources numériques, et puis Générique SG aussi, qui propose la fabrication de jeux sérieux. Autre rôle, celui d'harmonisation des normes,
qui est un rôle alors là, beaucoup plus technique, qui certainement dépasse ma compétence, mais qui nous a été cité, évidemment, les ORI-OAI, la création de petits espaces collaboratifs pour les enseignants, scénarisation, chaîne d'indexation et l'homme. Le rôle de veille et de prise de risque sur l'innovation, les UNT ont des équipes qui sont en veille permanente sur les innovations pédagogiques et numériques parce qu'elles sont en lien avec les établissements. Pour répondre à ce que disait Jean-Richard Setterman. Les obstacles numériques pédagogiques, on s'est rendu compte aussi, les obstacles qu'évoquait le chef de service ne sont pas propres à la France. Les difficultés d'adaptation du corps enseignant, une implication chronophage, non valorisée. On rappelle dans le rapport l'exemple de l'EPFL qui a choisi de ne pas rémunérer ses enseignants, de leur dire de toute façon, pour vous, c'est une obligation de passer au numérique pédagogique. Donc, on ne vous apportera rien, mais vous aurez une reconnaissance personnelle et vous gagnerez une reconnaissance parmi les pairs dans les années qui viennent. Le manque de reconnaissance académique, pas dans les critères du CNU, pas dans les critères de promotion, notamment des passages des maîtres de conférences à la hors-classe, et un accent excessif sur la recherche, critique qui est exactement valable pour les universités nord-américaines, ce qui m'a tout de même un peu étonné, puisque, comme vous le savez, aux États-Unis, il y a certaines universités qui sont spécialisées dans la recherche, et puis bien sûr des universités pluridisciplinaires. Le coût du numérique, je passe, j'en ai déjà parlé, et puis je crois que Thierry Mandon a annoncé la poursuite des recrutements d'ingénieurs pédagogiques dans les établissements, ce qui était une très, très bonne chose. Le manque de services pédagogiques dans les établissements, le lien avec l'innovation numérique. Il y a quelques contre-exemples, évidemment. MAPI à Bordeaux, Dune, l'IDIT à Strasbourg. Mais il faut que, justement, l'idée des VP numériques n'était pas complètement idiote dans la loi Fioraso, parce que c'est à un niveau tout de même stratégique de présidence qu'on peut demander aux services centraux de l'établissement de mieux se parler. L'endogamie des producteurs de ressources numériques, ça c'est un vieux thème. Je crois que dès l'origine du numérique en France, les premiers articles universitaires, académiques et puis l'étude Occurrence en 2012 disaient c'est très bien, c'est un public qui se parle à lui-même, c'est vrai, mais je crois que c'est de moins en moins vrai. Le peu d'adaptabilité des ressources aux contextes locaux et aux parcours de formation, ça c'est le grand défi des années qui viennent. Effectivement, c'est ressources en open source et adaptative learning. Les habitudes des étudiants, encore ce matin dans ces écoles de design qui sont quand même des écoles assez en pointe, assez actives, on notait le caractère relativement passif des étudiants, évidemment surtout en premier cycle. Ils arrivent de la terminale, ils sont habitués à avoir leurs 25 heures de cours, à être totalement dirigés, conduits, évalués, et tout d'un coup, on les fait entrer dans un monde où, finalement, l'initiative personnelle, la responsabilisation est très importante. Alors, je pense que ce sont des choses qui vont diminuer au fil du temps, parce que plus nos étudiants voyagent en Europe avec Erasmus, aller en Angleterre, aller en Allemagne, là, c'est une liberté d'utilisation du temps de travail de l'étudiant qui est extrême. En Allemagne, je peux vous rappeler que ce sont les étudiants eux-mêmes qui fixent le jour de leur examen. Et si vous ne le faites pas, c'est-à-dire que si vous n'allez pas voir votre enseignant, il ne se passe rien. Vous recommencez l'année et il faudra y penser l'année suivante. Voilà. Donc, évidemment, on est loin de nos habitudes françaises. Alors, des points... 5 minutes, d'accord. Bon, alors les points améliorés spécifiques aux UNT. Là, on rentre un peu plus dans le cœur du rapport, c'est-à-dire qu'est-ce qui ferait que les UNT pourraient mieux fonctionner. La mutualisation inter-UNT, je crois que c'est extrêmement important. Mais là, comme je m'adresse plus aux UNT elles-mêmes, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Puis la mutualisation inter-UNT, c'est des mutualisations à la fois des savoir-faire. Chaque UNT a des savoir-faire spécifiques, les unes sur les tests, les autres sur la construction de parcours entièrement en ligne. Donc la notoriété, il faut absolument se faire connaître. C'est vraiment indispensable et je trouve que c'est tout à fait paradoxal pour des structures qui évoluent dans le monde numérique aujourd'hui de ne pas savoir suffisamment utiliser les réseaux sociaux et les formes modernes de marketing pour mieux se faire connaître. La structuration des liens aux établissements, il faut être plus proche des établissements. Alors c'est facile à dire, bien sûr, quand on a des équipes de 4 personnes, c'est difficile de faire des tours de France. Mais là encore, je pense que les nouvelles techniques numériques pourraient faciliter les choses. La globalisation des cotisations, on a des 8 UNT, 8 systèmes de cotisation avec quelques petites exceptions. Là encore, quand on compare avec FunMOOC,
qui a toutes les communes dans son conseil d'administration et comme membre, et une seule cotisation unique, il faut évidemment que les UNT passent à une cotisation unique. Des ressources majoritairement open source, voilà, ça j'en ai parlé. Moi je crois que les axes d'action, puisque j'ai plus beaucoup de temps, je pense qu'il y a un point qui vient d'être abordé, c'est la certification. Les certifications en ligne, parce que ça me frappe, c'est tout de même, il faut que l'université française réfléchisse à la fin d'un certain monopole du diplôme national délivré exclusivement par des EPSCP, des établissements publics scientifiques supérieurs, face à la concurrence de certification de formation en ligne d'une qualité avérée et que reconnaît le marché du travail. On a en tête les exemples de plusieurs plateformes internationales, Iversity, Open Up Education, du MIT, qui proposent des parcours certifiés uniquement à partir de cursus en ligne. Ça arrive chez nous, bien sûr, c'est déjà possible dans certaines parties avec les IUT, sauf erreur de ma part. Et ça va être évidemment une révolution dans le monde académique. Mais si nos universités ne prennent pas le tournant, ce sera le secteur privé qui le prendra. Je reprends encore une fois l'exemple du design, je suis désolé. 40% d'augmentation des écoles supérieures de design depuis 2 ans, contre 2,4% pour les formations publiques. Pourquoi ? Parce que les formations publiques ont du mal à s'adapter à ces nouvelles formules. Les formations reconnues par le marché du travail, quand on voit les certificats sur LinkedIn ou sur d'autres ressources de ce type, on se dit que fatalement, un jour ou l'autre, on va avoir besoin de certifications d'un autre type. Donc il faut réfléchir là-dessus. De même qu'il faudra réfléchir sur les types d'évaluation. Mais tout ça, ce sont des groupes de travail que nous avons proposés dans notre rapport, qui font suite déjà, évidemment, on n'a rien inventé, des groupes de travail qui avaient déjà été montés par les UNT ou avec les UNT, par le ministère, avec la CPU, mais qu'il faut absolument poursuivre. Idem, je conclus, la propriété intellectuelle, évidemment, un autre très grand sujet. Là encore, il faut s'y atteler, sinon on verra arriver le droit anglo-saxon comme on l'a vu arriver dans d'autres secteurs de la société. Et voilà, maintenant j'ai fini, tu vois. Je ne fais pas de conclusion. J'avais trouvé une petite citation de Meuglin, mais j'avais trouvé intéressante qui est affichée, c'est-à-dire que l'enjeu n'est pas tant de rechercher les bonnes pratiques, c'est vrai que les bonnes pratiques, finalement, l'enseignant commence à les connaître. La bonne plateforme pédagogique, maintenant on a Moodle, elle est perfectionnée en permanence. Donc ces questions ont été sérieusement traitées, mais c'est la bonne maîtrise de la gestion des outils, les médias, les processus éducatifs et avec la liberté pédagogique des enseignants sur qui tout repose en fait. Merci beaucoup Jean de cette présentation et puis du travail qui a été réalisé avant.